Bonjour à tous et bienvenue sur Paroles de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Aujourd'hui, mon invité est Pierre-Robert Delatour, un passionné des orques et également un spécialiste dans la mesure où il plonge avec ses grands cétacés depuis plus de 20 ans et qu'il a accumulé plus de 6000 plongées avec eux. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Frères des orques, et participé à des courts et longs métrages, dont notamment celui dénommé Le peuple des orques. Il a également créé une méthode d'approche non intrusive pour nager et interagir avec les orques libres. Dans cet épisode, nous abordons de nombreux sujets, tels que les voyages plongés avec les orques, le problème de la captivité ou la compétition avec les baleines à bosse. Bonne écoute! Bonjour Pierre. Alors je vous remercie de prendre le temps de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Donc vous êtes The Orca's Whisper, que l'on pourrait traduire en français par l'homme qui murmurait à l'oreille des orques. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et puis nous expliquer un peu d'où vous vient ce surnom ? Alors oui, ce surnom, ça m'a été attribué par des membres d'équipage qui partagent cette aventure avec moi et qui ont constaté en m'accompagnant les jours où il n'y a pas de passagers, les jours où nous ne guidons pas de passagers, que quand je suis seul avec les orques, mes interactions sont bien plus intenses et bien plus longues. Et elles avaient un côté un petit peu plus serré, on va dire, et plus intime. Et c'est ce qui a donné l'idée à 2 ou 3 membres de mon équipage de m'appeler comme ça, Pierre Orca Whisperer, puisque c'est un équipage anglo-saxon. Ce qui est assez compliqué à dire avec mon accent français et qui peut être traduit par celui qui murmure à l'oreille des orques, c'est très long et c'est un peu ennuyeux, mais bon, ça me colle un peu à la peau. J'ai préféré celui d'avant, Orcaman, ça a un petit côté Spider-Man, mais avec les orques, c'est plus facile à dire, mais bon voilà, c'est celui-là qu'on m'a collé. Vous n'êtes pas le seul à avoir des difficultés à le dire. Hein, je sais pas comment il faut. Hein. Non, c'est impossible à prononcer. Donc pour remettre en contexte, vous, ça fait 20 ans que vous plongez avec des orques et donc moi j'ai lu votre livre Frères des orques et j'ai trouvé vraiment passionnant. On ressent vraiment cette passion que vous avez plongé des milliers de fois avec les orques. Et vous expliquez dans le livre que parfois vous êtes exténué, congelé, parce que vous faites ça en Norvège, donc il fait très froid. Et même quand les clients sont tous sortis de l'eau, vous y retournez, et parfois même quitte à vous mettre en danger. Et d'ailleurs, vous racontez cette histoire avec Leilani, cette orque qui vous a sauvé la vie. Donc moi, je me demandais pourquoi vous avez cet acharnement, qu'est-ce qui vous pousse à aller vers les orques, à retourner vraiment tout le temps dans l'eau ? Les voir. Alors c'est le mot, vous l'avez prononcé, c'est le mot passion, une passion dévorante qui m'a attrapé il y a 22 ans de ça et qui me conduit chaque hiver à aller les rencontrer en Norvège. Alors pas de chance, hein, c'est pas en été aux Bahamas, c'est en hiver en Norvège. La température de l'air est froide, la température de l'eau est très froide et c'est vrai qu'on est exposé donc aux intempéries. C'est pas facile et les saisons sont longues et au fil des journées passées à nager avec les orques, je perds beaucoup d'énergie et il arrive que les fins de saison soient difficiles. Effectivement, vous avez fait mention de ce passage que je décris dans le livre où j'ai clairement une perte de conscience sous l'eau et qui était due à la fatigue. C'était même pas une syncope, hein. C'était à un moment donné, il y a tout qui s'est débranché. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis senti remonter avec le chant des orques dans les oreilles. Je sais pas si elle était là présente ou si c'était juste dans ma tête. Mais en tout cas, clairement, ce jour-là, cette orque m'a sauvé la vie, qu'elle soit présente physiquement ou que les sons aient été réels ou que ce soit juste quelque chose d'imaginaire dans ma tête. Il y a un son qui m'a sorti de cette transe, de cet état dans lequel j'étais, qui me faisait glisser vers quelque chose qui aujourd'hui m'effraie, parce que je pense que l'issue était fatale à ce moment-là. Et alors, parce que vous m'avez dit que vous vous intéressiez beaucoup aujourd'hui aux sons émis par les orques, que c'est d'ailleurs quelque chose que vous étudiez, que vous planifiez d'étudier, et
est-ce que cet événement, ça a été un événement déclencheur dans cet intérêt que vous avez pour les sons émis par les Alors, orques? alors c'est que c'est passé la même année, mais ça n'était pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été en décembre. Donc c'était la première fois que j'ai utilisé l'hydrophone pour tester, pour voir qu'est-ce qui se passait sous l'eau. Vous savez, en Norvège, les nuits sont très longues en hiver et les journées des fois se finissent à 14 heures, surtout en décembre. Et ça nous laisse de longues plages. Et là, à cette époque-là, on avait les orques qui étaient très près de notre quai, quelques centaines de mètres, des fois quelques dizaines de mètres. On pouvait même les apercevoir depuis le quai. Et j'ai eu cette idée un peu folle d'investir dans un hydrophone et d'amener mes passagers comme ça sur la barge en aluminium, de faire les quelques centaines de mètres qui nous séparent de l'endroit où on avait localisé les orques et les baleines à bosse, et de plonger mon hydrophone avec un speaker, un Bose, et le son qui est monté des profondeurs était d'une beauté saisissante, c'était magique, majestueux, et c'est le jour où j'ai compris qu'effectivement j'étais passé à côté de quelque chose d'important, toutes ces années passées à explorer le comportement exploratoire des orques face aux plongeurs, d'étudier leur langage corporel, d'essayer de déceler des signes dans leur langage corporel qui permettaient de voir à quel moment ils étaient disposés à interagir, ou alors quand ils refusaient l'interaction. C'était peut-être un travail passionnant. Mais j'étais passé à côté de ça, j'étais passé à côté du son, et de l'importance du son dans leur vie, non seulement dans leur système de communication, mais dans leur vie, euh, dans leur environnement, dans leur perception de l'environnement, et aussi dans des utilisations qui sont autres que la perception de l'environnement ou la communication. Et d'après vous, à quoi ça pourrait servir d'autre ce son, à part la perception de l'environnement et la communication? Alors j'ai trouvé un papier en Norvège d'une équipe de scientifiques qui a émis une théorie qui est en cours de vérification, qui montre pas puisque c'est quand même une théorie, donc il n'y a pas de démonstration scientifique encore, mais ils sont en train de travailler dessus, qui décrit la possibilité de l'orque de manipuler la vessie natatoire du hareng avec des sons, avec des fréquences sonores bien spécifiques, et de remplir cette vessie natatoire avec du gaz, de manière à pousser le hareng vers la surface. Ce qui aide grandement l'orque au moment de la chasse, puisque au lieu d'aller chasser les harengs un par un dans 300 mètres de fond, ils peuvent respirer et manger les harengs à la surface. On a toujours pensé que c'était en dansant autour, que c'était en montrant le ventre blanc, en mettant des sifflements, mais on n'avait pas véritablement perçu l'importance de ces sifflements. En fait, c'était pas juste le bruit qui effraie les harengs, qui les fait pousser qui les fait monter à la surface, mais l'idée c'est que ces bruits, ils ont aussi ces sons, ils ont aussi une action in vivo, c'est-à-dire dans l'organisme du hareng, et ils ont une action sur la vessie natatoire et remplis. Donc ils ont, pour faire simple, c'est que les orques produisent des sons qui ont un effet sur la physiologie du hareng, qui modifient la physiologie du hareng. Donc ils s'en servent pour leur chasse. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça ouvre la porte aussi à d'autres possibilités. J'ai un ami, Pierre Lavagne de Castellan, qui a observé à plusieurs reprises en Guadeloupe des baleines à bosse qui se rassemblent à plusieurs et qui s'administrent mutuellement des massages sonores. Les cétacés, qui ont un cerveau très gros, potentiellement plus puissant que celui des humains, plus performant que celui des humains, auraient acquis, je dis encore auraient au conditionnel, mais même si j'en ai l'intime conviction maintenant, j'attends d'avoir des preuves scientifiques, et il va falloir que des travaux se mettent en place, auraient acquis au fil de l'évolution les connaissances qui leur permettent d'utiliser les sons pour se soigner, entre autres, mais aussi pour doper la production de phytoplancton, par exemple pour les baleines. Cette histoire que je viens de vous raconter qui montre que les orques peuvent manipuler la vessie natatoire d'un poisson pour pouvoir le pousser à la surface. Les sons dans l'eau, ils ont des propriétés qui sont complètement différentes. C'est des propriétés que l'on connaît sur Terre. Le son se propage beaucoup plus vite. Les sons à basse fréquence peuvent aller très loin sous l'eau. C'est quelque chose d'extrêmement différent. Et on sait maintenant, quand on met en parallèle avec d'autres domaines de connaissances, on sait que les sons, ils ont un effet sur la physiologie des personnes, des êtres vivants en général. On sait que certaines fréquences peuvent avoir des effets nocifs. On sait que certaines fréquences peuvent avoir des effets bénéfiques. Et, c'était quelque chose qui était extrêmement utilisé avant que la médecine moderne devienne apporter ses bienfaits, mais ça date de 200 ans, 300 ans. Les peuples premiers utilisaient les sons, les chants chamaniques, le bol tibétain, c'était les effets du son sur la physiologie et notamment sur la santé des gens est quelque chose de très connu. Donc là, on rentre dans quelque chose où, en assemblant un petit peu tous les niveaux de connaissances dans différents domaines, il se pourrait bien que ces créatures magnifiques, elles aient acquis au fil de l'évolution
et se transmettre de génération en génération des savoirs qui leur permettent de se soigner avec les sons. Et je trouve fascinant qu'un jour on puisse rentrer en communication avec ces créatures, mais véritablement, on sait qu'elles communiquent entre elles de manière très riche, de manière très élaborée. Nous communiquons aussi de manière très riche, très élaborée, et puis bon voilà, on est voisins, et on communique pas entre nous. Il y a une barrière. Moi j'aimerais bien que de mon vivant, cette barrière elle saute. J'aimerais bien qu'un jour des équipes arrivent à craquer le langage des orques, puisque ça m'intéresse, mais aussi des dauphins et des baleines, qu'on rentre dans leur monde, qu'on comprenne un petit peu comment ils fonctionnent. Je pense que ça nous aidera grandement à les protéger, d'avoir cette connaissance. On leur attribuera un statut à ce moment-là qui est différent du statut qu'on leur attribue. Hein. Je vous rappelle que dans certains pays, on les chasse, on les tue. Au Japon, on chasse, on tue les dauphins et les baleines. En Islande, même en Norvège, on chasse des baleines. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'effroyable, quoi. Je veux dire, c'est des massacres de créatures belles, sensibles, civilisées, quoi. J'ai pas peur de faire de l'anthropomorphisme et de leur attribuer des qualités aussi humaines, tant pis, quoi. Mais voilà, quoi, c'est de la famille, quoi. Donc vous, tous les hivers, depuis 20 ans, vous allez justement essayer de comprendre ces orques en Norvège. Donc vous allez plonger en Norvège avec eux. Alors pourquoi la Norvège? Parce que je crois qu'il y a des orques un peu partout dans le monde. Et pourquoi à cette époque-là de l'année? Bien, c'est relativement simple. C'est que la Norvège, c'est le seul pays où l'on a, le droit de s'immerger avec les orques, et je ne conçois pas des rencontres avec les cétacés si je ne me mets pas à l'eau avec eux. 2, où on a aussi une grande probabilité de les trouver, voire une quasi-certitude de les trouver. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est autorisé, hein, je pense par exemple en mer de Cortés au Mexique, mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et il y a des pays où on peut les trouver aussi facilement, comme la Colombie-Britannique, mais c'est interdit, ou la Nouvelle-Zélande, et c'est interdit. Donc la Norvège, elle cumule ces deux avantages, d'avoir à la fois des régulations qui permettent, des lois qui permettent l'immersion à proximité de ces animaux, et une très grande probabilité, voire une quasi-certitude de pouvoir les trouver. Le malheur veut qu'au lieu de pouvoir les trouver en plein été, ce qui pourrait être très sympa parce qu'il y a une durée du jour qui est très grande, la saison où les harengs se concentrent dans les fjords du nord de Norvège, et ce qui attire les orques et les baleines, c'est l'hiver, ça commence à partir de la fin octobre et ça se finit à la mi-janvier. Donc vous, ça fait 20 ans que vous faites ces expéditions que vous avez appelées Orca. 22 ans. 22 ans maintenant. Approximativement 20 ans, on va dire une vingtaine d'années, oui. Si nous aussi on voulait aller plonger avec les orques, comment ça se passe? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors d'abord, si vous voulez aller plonger avec les orques, il faut véritablement être passionné. C'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un juste parce que voilà, il a vu que ça, des photos sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Je veux dire, il faut pas fonctionner au coup de tête, il faut véritablement planifier. Je travaille en tant qu'expert pour une organisation pour un opérateur professionnel. Je suis guide conférencier sur le bateau, je guide et je sécurise les plongées des nageurs, des apnéistes. Nous ne sommes pas les seuls, donc je vais pas juste vendre notre produit, appelons ça comme ça, même si j'aime pas trop ce mot. Mais je conseille aux personnes de véritablement se renseigner sur l'expérience et l'ancienneté des opérateurs, 2 sur leur code éthique, comment ils fonctionnent, 3 après de ne pas forcément laisser le budget guider le choix de l'opérateur. Je sais que c'est une destination qui est très chère et que les prix évoluent entre, on va dire, 3500 € et pratiquement 4500, 5000 €. Je crois que nous faisons partie des plus chers. Il y a différents types d'expéditions. Nous menons une véritable expédition, c'est-à-dire que les passagers sont hébergés dans un bateau, le Sula, pour des expéditions de 6 jours, un groupe de 12 personnes, 6 jours pleins d'expédition avec le bateau. Il y a des formules qui proposent des hébergements en dur, donc avec des sorties à la journée sur un Zodiac ou équivalent. Donc voilà, faut faire un petit peu la part de tout ça, ce que l'on souhaite vraiment. Il vaut mieux être en bonne forme physique, c'est pas quelque chose que je recommande quand on n'est pas en bonne forme physique, ça donne beaucoup de confort. Il m'est arrivé, moi,
je pense avoir une bonne expérience des orques, mais j'ai aussi une bonne expérience des gens que je guide depuis maintenant 20 ans. Et j'en ai guidé plus d'un millier, donc dans des rencontres sous-marines avec les orques. Je trouve toujours dommage de gens qui cassent la tirelire, qui viennent, qui sont remplis de passion, mais parce qu'ils n'ont pas le physique, parce qu'ils ne sont pas prêts physiquement, ils passent à côté de quelque chose, parce que voilà, ils se bagarrent contre le froid, contre la combinaison, contre leur propre limite physique. C'est toujours un crève-cœur de voir ça, quoi. Et c'est pas quelque chose que je veux partager. Moi, ce que je veux partager, ce sont des moments de rêve, des moments où on oublie tout, justement. On oublie qu'on est en train de se battre avec tout ça, et on se laisse emporter par la magie de la rencontre. C'est véritablement ça que j'ai envie de partager, quoi. Et pour ça, il faut être prêt mentalement, physiquement, pour ces rencontres. Et aussi savoir que la nature, ça n'est pas un dû. J'ai envie de partager les meilleures semaines jamais réalisées à chaque semaine. Mais ça n'arrive pas chaque semaine par définition. Il y a des semaines qui sont excellentes, des semaines qui sont bonnes, qui sont moins bonnes. Les conditions météo nous imposent des fois de rester au port. Voilà, faut avoir conscience de tout ça. Tout ça, je le raconte dans mon livre, donc merci de me permettre d'en faire un petit peu la promotion. Et je pense que la lecture de ces aventures de 20 ans donne aussi une bonne idée de toutes ces contraintes qu'impose cette aventure, et que c'est pas juste, voilà, quoi, c'est pas un parc marin, on ne paye pas sa place, on s'assied pas, on n'a pas sa bouteille de coca et son paquet de popcorn, c'est une vraie aventure. Ouais, en effet, on le ressent vraiment dans votre livre, ça c'est clair. Alors, du coup, je voulais passer sur un autre sujet. En anglais, le nom des orques, c'est Killer Whales, qui signifie les baleines tueuses. Et donc, dans la mesure où les orques sont des super prédateurs, on se pose quand même la question de la dangerosité. Donc, vous parlez de ces rencontres extraordinaires, mais est-ce que c'est pas dangereux de nager avec les orques ? Alors d'abord, une réponse sur la dénomination des orques killer whale, que je n'utilise plus jamais, parce que ça contribue à donner une image de férocité à une créature qui ressemble plus à un panda sous-marin avec les hommes, je parlais avec les humains, qu'à véritablement un tueur sanguinaire. L'orque est un chasseur implacable, c'est le prédateur apex situé au sommet de toutes les chaînes alimentaires, de tous les écosystèmes marins. Mais pour des raisons que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, il ne s'en prend pas à l'être humain. Alors, il y a plusieurs théories. Parce que nous ne sommes pas bons. Oui, mais ils n'ont jamais goûté. Parce que nous avons des équipements en Norvège avec des combinaisons et que ça leur plaît pas. Oui, mais il y a des endroits du monde où vous pourrez facilement venir sur une plage et s'en prendre à des baigneurs qui sont sobrement vêtus d'un caleçon de bain. Oui, mais nous ne sommes pas assez gras. Oui, mais il y a des gens qui sont quand même suffisamment gras pour intéresser les orques. On va pas sans vouloir faire voilà, être désagréable. Voilà. Donc chaque fois que j'ai une raison qui m'est proposée, c'est toujours oui, mais je suis pas 100% convaincu. La raison de Paul Watson, par exemple, c'est de dire que les orques savent que nous sommes des créatures dangereuses et qu'on pourrait se venger d'eux, donc ils veulent montrer leur bon côté et ne surtout pas s'en prendre à nous parce qu'ils ont conscience que l'on peut se venger d'eux. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme, pour Paul Watson, qui mène un combat admirable, et toute son équipe de la Sea Shepherd et de l'AMIA que je connais aussi. Sauf que c'est pareil, cette explication, elle me satisfait à 80%, mais 20%, parce qu'elle est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des armes pour massacrer les orques. Mais 1000 ans auparavant, on ne les avait pas, ces armes-là. Et les peuples premiers n'ont jamais fait mention d'aucun. Il y aurait des légendes au sujet de ça, sur les orques. Au contraire, les orques font partie de créatures fascinantes, amicales, au même titre que les dauphins ou les baleines. Il y aurait eu dans les légendes des peuples premiers des mentions d'attaques sur les êtres humains, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au contraire, c'est une divinité, quoi. Donc même cette explication-là, pour moi, je veux dire, elle est valable aujourd'hui, mais ne passe pas le filtre de l'évolution du temps, de notre histoire. Donc je suis toujours en recherche de la raison pour laquelle les orques ne s'en prennent pas aux êtres humains. Peut-être parce qu'ils nous connaissent pas assez, possiblement, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que dans leur milieu naturel, ils ne s'en prennent pas aux êtres humains, alors qu'ils ont beaucoup d'occasions aujourd'hui. Et c'est pas juste les orques de Norvège. Maintenant, vous avez des nageurs qui se mettent à l'eau en Antarctique, avec toutes les écotypes d'Antarctique, qui se mettent à l'eau avec des transients, des résidents, je veux dire, même les transients en mer de Cortez,
il y a des plongeurs qui se mettent à l'eau avec eux. Enfin voilà. Donc et puis c'est partout la même réaction. Ils font preuve d'une extrême curiosité, mais pas d'attitude menaçante ou agressive. Contrairement à ce qui se passe en captivité, où je le rappelle quand même, bon an mal an dans les différents parcs marins, on a recensé depuis les 30 ans ou 40 ans que ça existe 170 incidents, plus ou moins graves, dont 4 qui ont été mortels. Voilà. D'accord. Donc d'ailleurs, j'avais parlé dans un épisode précédent du film Blackfish, qui raconte l'histoire de Tilikum et qui est vraiment marquant et très intéressant comme documentaire. Et donc, vous parlez aussi du destin dans votre livre de ce fameux orque qui a été filmé dans le film Sauver Willy. Keiko, voilà. Est-ce que vous savez du coup ce qu'il est devenu cet orque? Ah ben cet orque est mort, hein, on le sait tous. Il a un mémorial dans le fjord où il a péri. Mais on peut, on va dire, séparer sa vie en plusieurs étapes. Hein. D'abord, il a passé 2 années de sa vie auprès de sa famille en Islande avant d'être capturé. Ensuite, il a été transporté et il a effectivement été un des orques des différents SeaWorld, je sais pas lesquels, dans lesquels il a été en même temps, Orlando ou je sais pas où. Enfin bon, il était dans les parcs marins américains. Ensuite, il a été pris pour jouer l'orque vedette de la trilogie Sauver Willy. Ensuite, il y a eu une étape où il est retourné dans des parcs sordides et très petits, et il est en très piteux état avant effectivement que il y ait eu ce mouvement de solidarité vers lui qui a été initié, je pense, par le fils de Jacques Cousteau, je crois que c'est, je me souviens plus son prénom, Philippe, le président de Ocean Future, qui a fondé une fondation, hein, Keiko, et qui a pu financer le transport de Keiko en Islande, dans son pays d'origine, et son programme de réhabilitation dans un fjord. Hein, et ce que l'on peut dire à ce moment-là, c'est que alors que Keiko était dans un état sanitaire déplorable, il était voué à mourir en quelques semaines, hein, d'après les vétérinaires qui l'ont sculpté avant la réhabilitation. Eh bien, malgré ça, malgré cet état sanitaire déplorable, il a réussi à avoir 5 belles années de vie en semi-captivité, on va dire, dans son sanctuaire en Islande, et puis après ils ont ouvert le filet, il est sorti, il a rencontré des orques libres, il ne s'est jamais véritablement lié à un groupe d'orques libres, mais c'est, si vous voulez, c'est peut-être un petit peu les limites de l'objectif du programme de réhabilitation de Keiko, à savoir de vouloir absolument qu'il retrouve sa famille. Ça, c'est peut-être un petit peu trop anthropomorphiste, et c'était peut-être un petit peu trop ambitieux. Il les a approchés, il a nagé à proximité d'eux, mais il ne s'est jamais véritablement mixé avec ses orques libres, et il est retourné vers ses soigneurs. Avant de traverser le Nord-Atlantique et d'aller se stationner en Norvège. Il a fait l'Islande-Norvège, il a mangé tout seul, enfin bon voilà, il était en parfaite santé, et c'est en Norvège qu'il est mort d'une pneumonie. Bon, vis-à-vis du fait qu'il soit retourné vers les êtres humains, je pense que c'était sa deuxième famille. Bon an, mal an, je trouve un petit peu dommage que le programme ne se soit pas arrêté là. À savoir que, voilà, l'orque montre manifestement son choix d'interagir avec les humains, pourquoi pas, à partir du moment où il a l'océan ouvert devant lui, s'il fait le choix de rester là, moi ça me va. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. C'est juste que devoir forcer un petit peu la nature et la réintroduction dans un groupe d'origine, c'était trop ambitieux. D'abord, le groupe d'origine n'attendait pas après Keiko. Un groupe sauvage n'attendait pas après Keiko. Lui, il a ses membres du groupe, c'est une société assez fermée, l'orque. Voilà. Il est resté à l'extérieur. Et je pense qu'effectivement, voilà, à partir du moment où vous avez un animal qui manifestement montre son désir d'interagir avec les êtres humains, à partir du moment où il n'y a pas de conflit, et si on peut éviter les conflits, eh ben on laisse faire, quoi. On laisse l'animal faire. Je vais passer du coq à l'âne, mais ça a été aussi quelque chose qui a été montré avec l'histoire de Luna, l'orque qui aimait les hommes. Il y a eu un documentaire sur Luna, qui est un orque sauvage, qui a choisi délibérément d'interagir avec une tribu native américaine, les Moachat-Muchalat. Voilà, l'État canadien a empêché que ça se fasse. Et puis ça a abouti au décès de Luna, qui s'est fait passer dessus par un remorqueur. Donc, à partir du moment où on respecte le choix de l'animal, moi ça me va. La deuxième chose, c'est sur le décès. La raison du décès, ça a été une pneumonie. Il y a eu une autopsie qui a été faite. Et vous savez, ces orques, ils passent beaucoup de temps dans un bassin à respirer
juste à la surface d'une eau qui est régulièrement chlorée, quoique en disent les responsables de départ qu'ils mettent du chlore pour qu'il soit clair. Et c'est du chlore qui est artificiellement mis, c'est pas comme du chlorure de sodium, hein, c'est pas du sel comme ça, c'est aussi d'autres formes de chlore, hein, comme de l'hypochlorite, enfin d'autres qui sont comme de la javel par exemple, qui sont administrés dans ces eaux. Et je pense que ça crée des lésions pulmonaires chroniques qui font que effectivement après, au bout d'un certain temps, ces animaux ils développent des lésions pulmonaires graves et finissent par en mourir, quoi. Alors après voilà, faut pas poser la question à un vétérinaire d'un parc, il va vous dire que je suis un guignol en disant ça. Mais j'aimerais bien faire les analyses quand même, parce que j'ai fait des autopsies de mammifères marins. Je voudrais bien qu'on les fasse ensemble pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et que face à face, ces personnes-là me disent voilà, il se passe ci, ça, ci, ça. Ça, j'aimerais bien qu'on les fasse ensemble. Oui. Ouais. Alors pour changer un peu de sujet, dans votre livre, vous parlez de beaucoup d'orques en leur donnant des noms, Anna, Heiko. Qu'est-ce qui vous permet de reconnaître un orque? Est-ce qu'il y a un signe qui est distinctif? Alors, les biologistes marins, ils utilisent la technique de la photo-identification. Donc, ils prennent des photos et après, ils font des catalogues de photos, sachant que les orques vivent en famille. Mais ça nécessite de prendre les photos et puis après d'explorer dans le catalogue. Vous avez des petites marques comme ça qui sont pas toujours très visibles sur l'aileron dorsal, des fois sur la selle, cette espèce de partie grise comme ça, un petit peu en forme de selle qui est sur le dos des orques. D'autres cicatrices apparentes, tout ça. Et sur l'aileron des grands mâles, souvent, on voit des marques qui sont un petit peu plus prononcées et on peut surtout les reconnaître de loin. Donc on sait à quelle famille on a affaire quand on reconnaît un grand mâle ou quand on reconnaît un orque qui a un aileron caractéristique comme ça de loin. Et c'est la manière que l'on a de les reconnaître. Maintenant, moi je vous avoue qu'il y a 2 ou 3 orques que je connais, donc Anna, que je n'ai pas revue depuis longtemps, Leilani, Mia. Quand je vois une jeune femelle qui s'approche du bateau, je sais déjà qui c'est. Rien que le comportement, je sais déjà qui c'est. D'accord, donc c'est plus comportemental que voilà, à ce physique, moment-là, ouais. c'est la manière d'arriver sur le bateau, c'est comportemental, oui. Dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de ces grands rassemblements, lorsque vous voyez beaucoup d'orques, mais aussi énormément de baleines. Et c'est un truc, enfin, ça a l'air incroyable. On a même du mal Alors à croire. c'est un phénomène récent. Les baleines à bosse, les baleines à bosse avec les orques, c'est un phénomène récent. Il faut savoir que pendant toutes les années Tisfjord, c'est-à-dire jusqu'à l'année globalement 2008, il nous arrivait de voir une baleine à bosse au milieu du Vestfjord. On était comme des fous parce qu'on n'en avait jamais vu ça. Il n'y a que depuis que les orques hivernent, que les harengs hivernent plus au nord et que les orques donc les suivent dans la région de Andenes, Seignac, Tromsø et maintenant Skjervøy, qu'ils sont ensemble, véritablement ensemble. Et c'est un spectacle saisissant. Les rassemblements d'orques, c'est un spectacle saisissant, véritablement. Hein. Quand les conditions sont belles, et souvent c'est le cas, c'était le cas dans le Tisfjord, il y avait des ailerons à perte de vue, un fjord la surface qui est comme un miroir, vous entendez des souffles et le soleil qui se couche à ce moment-là, je vous jure qu'on passe un bon moment à ce moment-là, on sait même plus où regarder, et il y en a tellement qu'on a même plus envie d'aller à l'eau, parce qu'on raterait ça, quoi. Donc on a envie de rester sur le bateau et de voir ces centaines, ce sont des centaines d'orques qui étaient à perte de vue, quoi, qui sont tranquillement en train de tourner quand les repas sont finis, ils sont dans des mouvements sociaux, des jeux, il y a aussi des rencontres pour la reproduction, et voilà, vous avez ça et vous entendez rien d'autre, le moteur est à l'arrêt voilà, on passe des bons moments, oui. Et maintenant avec les baleines à bosse, c'est encore un petit peu autre chose parce que les baleines à bosse, elles sont sur les Anglais disent le feeding ground, elles sont sur leur aire d'alimentation. Elles ont quelques semaines pour se faire bien du gras, donc elles sont extrêmement occupées, elles se baladent en organisation sociale qu'on appelle le humpback train. Elles sont rassemblées comme ça, comme un train, comme une armée, et elles sont toutes ensemble en train de manger du hareng. C'est quelque chose de saisissant, quoi. Et elles donnent une impression de puissance. Vous savez, on parle de l'orque, hein, le prédateur apex des océans, mais je veux dire, depuis qu'on voit les baleines à bosse dans cette organisation sociale, croyez-moi, c'est quelque chose à côté de. On n'en parle pas souvent de l'organisation sociale des baleines à bosse. On parle surtout du souffle, la manière dont. Mais c'est aussi une société parfaitement organisée. Très stable. Les individus sont solidaires. Vous avez les escortes qui accompagnent les mères, les petits. Enfin bon, c'est impressionnant. Hein. La baleine à bosse, moi je suis tombé amoureux de la baleine à bosse aussi hein, depuis que j'en vois. Malgré ça, vous avez écrit dans votre livre que c'était quand même une menace pour les orques en Norvège. Alors bon, déjà c'est quand je dis que je tombe amoureux de baleine à bosse,
j'ai failli être embrassé par une baleine à bosse la saison dernière. J'en venais pas large. Elle a été quand même suffisamment bienveillante pour faire une rotation de son corps dans son axe de nage pour soulever sa nageoire pectorale, sinon je la prenais en plein dans la poire. Hein. Et là, je pense qu'il m'aurait manqué quelques dents aujourd'hui. Mais parce que bon, ben voilà, quand elles attaquent sur le banc de hareng, elles sont pratiquement à pleine vitesse. Elles ouvrent la bouche en grand et elles ferment, et puis même les orques se poussent. Hein, donc si nous on est au milieu, ben ça s'arrête pas. Quoi. Vous avez 30 tonnes lancées, ça s'arrête pas comme ça. Hein. Vous avez les orques qui peuvent tourner sur 1 mètre, les baleines à bosse elles tournent pas sur 1 mètre. Hein. C'est 30 mètres tout droit. Si vous êtes au milieu, ben voilà quoi. C'est quelque chose dont on tient compte en fait. Et bon, là on était surpris parce que là, il y en avait pas, et puis tout d'un coup elles sont sorties, on sait pas d'où. Mais d'habitude, quand il y a des baleines à bosse, on se met pas à l'eau dans un feeding, c'est des baleines à bosse. Ça c'est clair, nous, c'est pas notre politique, hein, parce qu'on sait que ça peut finir comme ça, quoi. Et les interactions avec les orques, c'est quelque chose qui au début était un petit peu mal compris en fait. Moi, la première fois que je suis rentré dans le fjord et que j'ai vu à la fois des baleines à bosse et des orques chassés dans le banc de hareng, j'ai vu une forme de collaboration, coopération, et j'étais un petit peu dans une forme de naïveté, quoi. Regardez comme c'est beau la nature, ils coopèrent pour manger des harengs, comme ils sont intelligents, c'est pas comme nous, blabla. Bon, la première fois que j'ai mis le masque, que j'ai été dans un feeding et que j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris que ça n'avait rien à voir avec une quelconque collaboration, mais qu'on était face à une féroce compétition entre ces deux espèces, et que la bosse, c'est le boss, hein. C'est elle qui commande, hein. Et quand on voit les orques faire le tour avec plus que du respect, on se dit que véritablement, c'est elle qui contrôle tout, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que l'orque descend. Sa technique de chasse, c'est que vous avez un tapis de hareng au fond du fjord, et quand ils sont en 200, 300, 400 mètres, et les orques vont descendre, vont isoler une petite boule de hareng qui fait peut-être, je sais pas, 4-5 mètres de diamètre, ils vont la pousser à la surface. Une fois que la boule est à la surface, les orques peuvent commencer à manger, comme ça ils peuvent respirer, manger, donc ça leur évite de descendre à 300 mètres pour attraper un hareng. Sinon, je veux dire, le coût énergétique serait bien trop important. Et ben, quand les orques ont rassemblé la boule de hareng à la surface, les baleines à bosse qui sont à côté, elles arrivent, elles gobent la boule. Et les orques se retrouvent avec le fruit de peut-être 1 heure de travail anéanti. Alors, vous avez un paradoxe, c'est que la nourriture est accessible au fond de l'eau, hein, au fond du fjord, hein, c'est un tapis de hareng, c'est des millions de tonnes, hein, qui sont là. Et les orques, ben, ils peuvent pas s'alimenter correctement, ils peuvent pas utiliser leur technique de chasse, parce que les baleines à bosse les spolient à chaque fois. Donc ils sont un petit peu perdus, et ils ont été obligés de modifier leur technique, ils ont été obligés de s'adapter, d'éparpiller leur structure sociale. D'ailleurs, c'est que les orques sont d'une manière générale beaucoup plus éparpillés que lorsqu'on les rencontrait dans le Tisfjord. Et ils ont modifié leur technique de chasse, que le carousel feeding initial, qui était une chasse un petit peu statique, hein, à la surface, est devenu ce que j'ai décrit comme étant le rush feeding, c'est que les orques font bouger la boule de hareng à toute vitesse pour mettre les baleines à bosse dans le vent, en fait. Voilà un petit peu l'impact de la présence des baleines à bosse sur la structure sociale et sur la vie des orques, parce que je veux dire, les orques dépendent de cette saison hivernale, hein. Ils mangent tout au long de l'année, mais ils font véritablement le gras dans cette saison, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot que vous voudriez dire? J'aimerais convaincre vos auditeurs de l'importance de protéger les océans. Il y a un grand homme qui s'appelle Paul Watson qui dit: si les océans meurent, nous mourrons. Avant de nous mourir, ces magnifiques créatures vont mourir. Ça sera une perte considérable. Toute leur culture, toute leur connaissance disparaîtra à jamais si ça arrive. Et je voudrais faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent qu'on peut tous faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité. Dans nos gestes quotidiens, maintenant, dans notre manière de vivre, dans nos habitudes, on peut tous faire un petit peu pour participer à la protection des océans et des baleines, des dauphins et des orques qui habitent les océans, qui dépendent de la qualité de ces écosystèmes. Je veux dire, c'est pas que j'ai pas confiance en nos politiques, hein, c'est pas ça. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Sauf que je crois qu'il va falloir qu'on se passe d'eux et qu'on se prenne en main, parce que sinon, ça mettra trop de temps. On n'a pas 50 ans devant nous pour commencer à sauver les océans. Donc, évitez de consommer du plastique. Faites notre choix de consommateur. Ça nous appartient. Faire attention dans nos usages quotidiens à faire en sorte que tous nos gestes respectent la planète. Et je me dis que si on s'y met tous, véritablement, sans attendre qu'on nous y pousse, si on prenait cette initiative, c'est un retour à une vie plus saine pour nous et qui soit plus respectueuse des océans et des habitants, et de ses habitants, et donc les orques. Voilà ce que j'aimerais faire passer. Super, le message est passé. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.
Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les 2 semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt!